Bon, écoute, c'est toujours un lien entre moi et le monde. Euh, je dirais que pour le monde, il y a à la fois des émerveillements et des inquiétudes. J'ai été une petite fille qui était beaucoup centrée sur elle-même et beaucoup angoissée, donc j'ai l'impression quand j'étais petite que j'ai pas découvert le monde, c'est-à-dire pas regardé vraiment le monde et la nature. Et aujourd'hui, à travers les images que je fais et à travers mon petit-fils Vigo, eh bien, je regarde ce monde et je suis émerveillée, surprise de découvrir un certain nombre de beautés, voilà. Et puis, il y a des inquiétudes je suis historienne, donc je sais que toute civilisation apporte des plus et a des moins. Et je peux me demander quelle souffrance il y aura encore à traverser. Peut-être que j'aurais bien voulu que ces souffrances soient moindres, mais je sais qu'elles sont toujours là. Et j'espère pouvoir transmettre un peu de force pour que ces souffrances ne détruisent pas, mais permettent d'agir, permettent de transformer. Alors, est-ce que nous vivons maintenant une fin de civilisation ? J'en sais rien. Comment ont vécu les gens qui étaient dans des fins de civilisation romaines ou autres ? Ils vivaient la chose avec, je pense, des difficultés et des joies. C'est les historiens qui nous diront si aujourd'hui on vit quelque chose et quel type de catastrophe va transformer le monde. Et à la fois, je suis confiante quand même dans les humains. Je sais leur capacité de détruire, mais je sais aussi leur capacité de construire et de transformer les choses les plus difficiles en des choses ou de solidarité ou de quelque chose de mieux. Quant à moi, je suis dans cette période après la période de travail et c'est une période d'intense apprentissage et c'est pas inintéressant pour l'instant. Bon. C'est aussi que le corps n'est pas encore touché, mais voilà, c'est beaucoup travailler sur le rapport au temps, sur le rapport à soi, sur le rapport à prendre soin de soi, sur comment aller jusqu'à mourir, comment se maintenir vivant. Et disons que je dirais que c'est une bonne période par rapport à mes périodes antérieures où il y a eu quand même beaucoup d'angoisse et de difficultés dans le rapport à moi-même et puis aux autres. C'est toi qui dis que je suis Mireille Schiffelli, moi à l'intérieur, je suis toujours une petite fille et je n'arrive pas à m'identifier à effectivement ce nom-là. Alors comment on devient c'est vrai que mes objets ont été des objets que j'ai construits comme tout chercheur. Les objets qu'il choisit ne sont pas des objets neutres. C'est des objets dans lesquels il y a en fait une question consciente ou inconsciente qu'il se pose par rapport à lui et dans son rapport au monde. Et comme moi j'ai beaucoup travaillé le rapport dans les métiers, ce que j'ai appelé les métiers de l'humain ou les métiers de la relation, j'ai beaucoup travaillé la question de l'intériorité, du travail de l'intériorité, du travail d'altérité, de l'importance de la relation par rapport à l'autre, de la qualité de la relation, du travail qu'il faut faire pour que cette relation évite autant que possible les biais destructeurs de violence que nous savons exister. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'intériorité, donc on peut bien se dire que cette question-là était une question qui m'habitait depuis très longtemps. Qui m'habitait parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que j'étais une bonne élève, certes, pas une élève talentueuse, mais une bonne élève, j'ai beaucoup travaillé.
Je venais d'un milieu qu'on peut dire ouvrier, mais pas tout à fait, dans une ville ouvrière qui était La Chaux-de-Fonds, avec quand même des options d'école qui faisaient que les personnes venant non pas de la bourgeoisie, mais d'autres milieux avaient accès aux études. Donc je suis reconnaissante et j'ai investi les études, les livres, la lecture comme des mécanismes de défense. C'était ma manière d'exister et de pouvoir m'opposer à un certain nombre de choses. Donc cette question de... J'étais perdue à l'intérieur de moi-même, perdue dans le rapport aux autres. Et ça a duré quand même assez longtemps avec ma spécialité, c'est-à-dire des productions de corps qui à la fois me protègent et m'embêtent. Donc j'ai fait des études de lettres, toujours dans cette quête de comprendre. Et je crois que ce qui m'a habité, c'est d'essayer de comprendre. Mais quel est ce monde? Qui suis-je? Et effectivement, dans cette période-là, j'aurais dû devenir enseignante, puisque j'ai fait des études de lettres qui ne m'ont pas plu, mais auquel j'ai été jusqu'au bout. Et puis, je suis venue à Genève parce que je ne voulais pas enseigner comme ça. Et cette décision-là, elle a transformé ma vie. J'ai pris comme ça des décisions un peu particulières, souvent en relation avec des hommes, mais en relation avec de l'amour et qui me faisaient alors me déplacer. Et à Genève, j'ai repris une licence en sciences de l'éducation. J'ai rencontré mon deuxième mari qui s'intéressait à la psychanalyse et voilà, j'ai été faire une analyse à Paris. Après ça, je me suis dit, mais entre le milieu de l'éducation et un certain nombre de questionnements, pas tellement les concepts et autres, et théories psychanalytiques, mais des positions épistémiques, des positions éthiques, il doit y avoir des liens. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé mon terrain, j'étais mieux, je savais où j'étais, et j'ai développé avec les autres, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, ce qui me semblait important de pouvoir nommer avec les mots d'aujourd'hui, qui sont des mots que je prenais effectivement parfois à la psychanalyse, mais à la philosophie, à la littérature, pour montrer l'importance de ce travail constant, jour après jour, de notre rapport à l'autre et de notre rapport à soi, dans les métiers que nous faisons, qui sont des métiers qui doivent permettre à ceux qui viennent ensuite de pouvoir grandir, évoluer, apprendre, en évitant les plus grandes souffrances ou quand il y a de la souffrance, en cherchant comment on pourrait les dépasser. Donc c'est vraiment ce rapport intersubjectif à l'autre. Et je suis devenue Mireille Cifelli par les étudiants, par mes cours, mais à l'intérieur de moi, c'est comme, disons, ce qui m'a protégée, c'est que j'y ai jamais cru. Donc je suis toujours restée dans cette posture un peu que j'ai appelée à un moment donné mystique, c'est-à-dire de quête, à propos de Michel de Certeau, qui a été mon directeur de thèse, mais de quête constante. Et c'est ça qui m'a, je pense, où je ne me suis jamais ennuyée dans les cours. J'ai jamais fait une conférence identique à une autre. J'ai beaucoup aimé penser avec les autres. J'ai beaucoup fait de supervision. Donc tout le savoir que je construisais, il était en lien avec les praticiens et avec des positions peut-être éthiques, épistémologiques, plus cliniques, c'est-à-dire du rapport à l'autre. Alors, disons, moi j'ai deux inquiétudes. J'ai l'inquiétude d'une mécanisation du rapport à l'autre à travers des procédures qui sont censées garantir une qualité et qui en fait empêchent de penser. Dans la relation à l'autre, c'est toujours dans la singularité. Ce qui se tisse entre moi et toi
c'est jamais la même chose. Et là, il y a le risque d'une mécanisation où je suis petit a, petit b, petit c. Il y a le risque aussi d'une absence de pensée, c'est-à-dire j'obéis à une procédure, mais je ne pense pas à savoir si elle est bonne dans cette situation singulière. Donc une mécanisation et une protection des adultes d'un engagement, parce que je crois que ce qui permet à quelqu'un d'évoluer, de dépasser, c'est bien un engagement corporel et singulier de celui qui est en présence, c'est-à-dire un engagement, on peut dire entre guillemets investissement, mais pas dans le terme financier, qui fait qu'à un moment donné, je peux trouver tout d'un coup ce qui va permettre à l'autre de faire ce pas. Donc toujours dans cette constante. Et ça, alors on parle de praticiens réflexifs, et de l'autre côté, je crois qu'on empêche de penser. On empêche les lieux des lieux où que moi j'ai beaucoup vécu, des lieux qu'on appelait supervision, qu'on peut appeler analyse de pratique, mais où les praticiens pensent et savent penser leur expérience pour se déplacer, pour comprendre ce qui se joue dans cette situation-là singulière. Ça c'est, disons, je trouve que là je suis inquiète. Je suis inquiète aussi, et je travaillais beaucoup avec les étudiants, qu'est-ce que aider et les pièges de l'aide, c'est-à-dire croire qu'on va sauver l'autre, croire tout ça sans s'engager, et qui peut être d'une très très grande violence. Rendre victime l'autre, ne pas pouvoir le pousser parce qu'il souffre. Il y a des tas de mécanismes comme ça qui en fait fait que la bienveillance se retourne en malveillance, que la bonté se retourne en violence, parce qu'on ne regarde pas l'autre, parce que ce que lui veut, c'est du vivant, c'est pas d'être assigné à un diagnostic, à une victime. Et ça, disons, ça m'inquiète aussi. Je crois qu'il faut avoir des illusions créatrices, c'est-à-dire d'y croire tout en sachant que c'est quelque chose qui ne se réalisera jamais, mais que y croire permet de croire en l'autre. Et donc la question de croire, la question de l'enthousiasme, la question de la joie, la question de la naïveté, une naïveté critique, la question de force, la question de l'intériorité, tout ça, je me dis oui, je les ai construits autrement, mais c'est comme un fond d'humanité qui rejoint d'autres recherches, pas les recherches que l'on peut avoir d'être des ayatollahs d'une vérité, d'une religion, mais d'un plan qui est un plan différent. Donc, si tu veux, le croire tous capables, c'est dans cette force-là. Et cette force-là, elle fait partie de la formation. Alors il ne faut pas s'illusionner qu'on va créer ça immédiatement, mais elle nous porte. Et les jeunes étudiants dont on dit, bon, ils sont très enthousiastes, qu'est-ce que c'est cet enthousiasme ? Évidemment, l'enthousiasme, ça a l'air quelque chose de naïf, ils vont se casser la figure. Et non, c'est aussi une force d'y aller avec sa naïveté, mais une naïveté qui va ensuite, s'il y a des choses qui
qui croche, eh bien, on va s'interroger, mais qu'est-ce qui fait? Et au lieu d'être catastrophé parce que nos illusions ne sont pas dans la réalité, c'est de travailler ce lien entre ce que je crois la réalité, en quoi elle me dit non et comment je peux faire, et non pas faire taire toutes nos idéalités. Alors, tu vois, illusion peut être négatif, c'est-à-dire je suis dans un petit village, je suis romantique, je ne comprends pas la sociologie qui fait qu'un enfant d'ouvrier ne fera jamais des études. Non, effectivement, la sociologie nous dit ça, mais celui qui est en face, il peut faire taire les diagnostics. Et moi, je suis toujours à... Alors, on m'a dit que j'étais romantique, et ça c'est la pire injure qu'un scientifique puisse faire à quelqu'un, c'est de lui dire qu'elle est romantique, mais non point. Néanmoins, ça j'aimerais pouvoir écrire, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Ces forces-là qu'on peut appeler dimension spirituelle, mais que moi j'ai appelé différemment au nom d'une quête que les mystiques ont mis, ont écrit toute la question du poème, du travail sur la langue, de l'invention, de la création, du jeu. Tout ça, ça doit avoir une part. Au moins qu'on la nomme et qu'on ne réduise pas quelqu'un. Alors maintenant, c'est les neurones, c'est le cognitif, bien entendu. Hein. Le cerveau, la chimie du cerveau, on voit bien. Et ça, c'est peut-être une chose qui m'étonne. Moi, j'ai toujours cru que j'étais quand même maître de ma pensée, de mon langage, etc. Puis on voit que si j'ai un accident quelconque dans mon cerveau, il faudra tout que je réapprenne. Mais c'est pas que ça, oui. Hein, je vais essayer d'écrire une préface d'un livre d'une amie, Michel Bourassa, qui justement lie toute la question de la neuropsychologie et de la clinique. C'est pas... Ce que je n'aime pas, c'est les scientifiques qui sont ahistoriques, si tu veux. C'est-à-dire qui nient complètement ce qui s'est passé en croyant qu'ils sont les meilleurs et qui se ferment, se font. Moi, j'aime les scientifiques qui, en fait, sont un peu médecins, un peu philosophes, un peu littérateurs, parce qu'ils ont une dimension d'ouverture qui fait qu'ils savent qu'ils ont un petit bout, mais pas l'ensemble. Voilà. Bon, l'écriture pour moi, ça a été ma compagne. J'ai eu des grandes périodes où j'ai vécu seule. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai beaucoup écrit, mais j'ai beaucoup écrit aussi dans la solitude. Parce qu'elle me permettait de supporter cette solitude. Donc l'écriture, c'est vrai que c'est une grande exigence, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de se défaire d'un certain nombre de représentations. C'est-à-dire qu'on a talent ou pas de talent. L'écriture, c'est un travail. Je fais 10 à 12 ou 15 versions d'un texte. Donc c'est un travail qui est un travail sur la langue et que l'on peut faire. Alors, quels sont les bénéfices de l'écriture pour des praticiens ? Alors, il y a différents types d'écriture. Hein. Il y a l'écriture que moi je disais, quand vous êtes seul, qu'il n'y a personne avec qui parler, ouvrez un journal et écrivez.
Parce que à ce moment, comme vous voulez, avec les fautes d'orthographe que vous voulez, là, etc. Mais écrivez ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme ça, vous allez déjà un peu vous mettre à distance, et vous verrez qu'en écrivant, il y aura des choses que vous pouvez écrire dont vous ne saviez pas que vous l'aviez à l'intérieur. Mais ça, il faut défaire le surmoi que je devrais déjà savoir ce que je dois dire avant d'écrire. Alors que l'écriture créatrice, c'est « ok, je me lance et je vois ce qui se donne ». Donc ça, c'est l'écriture du journal qui peut sauver dans certaines situations pour pouvoir s'y repérer qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ne vis pas, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, aux étudiants, cette pratique d'écriture pour soi, alors est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique féminine? Je ne pense pas, parce qu'il y a toute une tradition du journal, de l'autobiographie, ça c'est, ou le journal de terrain, le journal anthropologique, qui est la première couche à partir de laquelle ensuite on peut penser et réfléchir. Ensuite, c'est vrai qu'il faut se défaire d'un certain nombre de normes, et ça c'est difficile, donc il faut autoriser, j'aime pas les il faut, mais il s'agit d'autoriser les brouillons les plus infâmes. Puis ensuite, à partir de ce brouillon, on peut travailler quelque chose. La pire des choses que je vois avec mes étudiants, j'ai beaucoup permis d'écrire, mais c'est lorsque la personne est tellement bloquée de me donner quelque chose qui n'est pas très bon, qu'elle ne donne pas. Donc il n'y a pas la possibilité de reprendre, de retravailler. Mais ça veut dire aussi que celui qui reçoit le texte ne le redonne pas simplement en rouge, mais redire, remontre, voit parce que l'écriture, c'est aussi un rapport au corps. On écrit soit trop large, soit trop court, soit il y a du souffle, il y a du rythme, et tout ça, on l'apprend, et une fois que on peut écrire, eh bien c'est quand même une grande liberté. Et je pense que la pensée demande de l'écriture, de l'élaboration. Sinon, on va vite vers une pensée qui prend les poncifs ou les choses comme ça. Quand on voit qu'on répète toujours la même chose, quand on voit qu'il y a toujours une chose qui vient, ou quand on fait écrire sur la pratique, souvent, et moi je travaillais ça beaucoup, ils décrivent un autre. Il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça, inintéressant. Et puis ça met l'autre dans un étiquetage qui donne rien. Si je commence à dire je avec toi ou je avec nous, et que, alors ça c'est un autre élément, j'accepte les sentiments que je vis par rapport à toi et par rapport à nous, et que ces sentiments-là sont aussi un guide de ce qui se passe entre nous, et que je puis le nommer, que je suis en colère, que je suis, etc. Ça, l'écriture le permet. Et alors, c'est pas une écriture scientifique, c'est une écriture beaucoup plus littéraire. Michel de Certeau disait que c'était dans la littérature que pouvait se dire le sentir, les sentiments, on dirait peut-être les émotions aujourd'hui, mais toute cette version-là du sentir. Or, dans notre pratique, ce sentir-là est nécessaire, mais il s'agit de l'avouer, il s'agit de ne pas en avoir honte, il s'agit de l'accueillir, non pas comme une vérité, mais comme quelque chose à travailler. Moi, j'ai appris des autres, et des rencontres, et des personnes dont j'ai reconnu l'ampleur par rapport auxquelles j'étais toute petite. C'était pas des maîtres, comme on peut dire, des gourous qui utilisent leur pouvoir pour
faire que leurs élèves pensent la même chose. C'était des maîtres éveilleurs, c'était des passeurs, c'était des gens qui ouvrent, mais qui sont respectueux de la propre trajectoire de celui qui est en face. Je pense toujours que, alors bien, nous avons été une génération qui a beaucoup lutté contre le pouvoir des maîtres, qui était un pouvoir qui pouvait être sadique, un pouvoir omnipotent, et je pense qu'on a bien fait. Là où peut-être que ça a été trop loin, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a des personnes qui, par tout leur parcours, par tout leur savoir, par leur expérience, possèdent quelque chose qui fait que quand on les rencontre, elles transforment. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Je crois beaucoup aux rencontres. Alors on ne rencontre pas tous les jours, mais il y a des rencontres qui transforment. C'est-à-dire, si Michel de Certeau n'avait pas été là, je serais peut-être Mireille Tuffelli, mais je me dis que je serais autrement. S'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient quand même pris soin de moi dans l'université, est-ce que j'aurais tenu dans cette position un peu marginale à l'université? Je ne crois pas. Et puis il y a des rencontres dans les livres. Pour moi, ça c'est je me suis construit à travers des rencontres dans les livres. Et pour moi, c'est difficile de comprendre que on n'aille pas chercher ce qui s'est dit, ce qui s'est pensé chez d'autres. Alors bon, les étudiants ne lisent souvent que des livres scientifiques qui leur tombent des mains. La science peut s'écrire aussi autrement. Et c'est dommage de... alors, moi, j'ai viré un peu plus dans la philosophie parce qu'il y a quand même des... il y a encore beaucoup d'énigmes pour moi. Et je cherche. Et je pense que ce qu'il y a à transmettre, c'est cette position de recherche. Et cette position de... On peut toujours être, à un moment donné, la personne pour quelqu'un. Mais c'est une rencontre où il y a deux parts. L'autre est prêt à rencontrer. C'est pas nous qui sommes mauvais quand on rencontre pas. C'est vraiment une alchimie qu'on ne peut pas, alors que d'autres comprendront avec d'autres référents, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde, quand il parle de sa scolarité, il parle d'une ou deux personnes qu'il a rencontrées et qui l'a sauvé d'une situation qui était catastrophique. Il dira aussi, je faisais beaucoup l'exercice, qui sont les personnes qui vous ont rencontré, qui vous ont permis de progresser. C'est pas les personnes qui n'exigeaient rien, c'est pas les personnes qui disaient avec tout ce que tu vis, je te comprends. C'était des personnes qui croyaient, qui autorisaient, qui donnaient les outils. Et puis les personnes qui peuvent être destructeurs, c'est ceux qui sont imbus d'eux-mêmes et ne voient pas l'autre. Et donc vont l'assigner, t'es con, enfin, t'es inintelligent en mathématiques, c'est fini, tu pourras pas faire les études que tu veux. Et bizarrement, ces diagnostics-là sont aussi parfois, pour les personnes, cette mauvaise rencontre, et parfois aussi le déclic qui fait que la personne retrouve ses forces à elle pour lui dire qu'il n'a pas raison. Mais ça, et qu'est-ce qui fait qu'un autre sera totalement détruit? Et c'est surtout la répétition.
Pour moi, ça c'est terrible, la répétition de paroles négatives qui se dit à quelqu'un pour qu'ensuite il puisse, alors que on peut être nul en mathématiques, mais une très belle personne par ailleurs. Comment les profs peuvent réduire quelqu'un à une discipline? Ça, pour moi, ça m'a souvent révoltée. Donc, je pense qu'on peut ne pas les appeler des maîtres, hein, mais on peut les appeler des rencontres avec des personnes qui surtout n'utilisent pas leur puissance de créer comme un pouvoir pour s'approprier les autres, mais qui... Alors ça, c'est peut-être la bonne manière de penser l'aide, c'est qu'ils sont là, non pas pour eux, mais dans ce défi d'autoriser, de permettre et on ne sait pas comment ça se fait, l'autre de trouver son propre chemin. Et c'est ça qui m'intéressait dans la relation universitaire. C'était pas que d'autres soient des perroquets de Mireille Cifeli. C'était qu'ils aient une éthique suffisante pour ne pas être destructeurs dans le métier qu'ils avaient choisi. Je ne sais pas si j'y suis arrivée tout le temps, mais pour moi c'était important et ça devrait continuer d'exister dans toute formation universitaire ou pas universitaire. Et c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on a cette sagesse-là. Alors que maintenant on mise tout sur les doctorats, ce qui est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a jamais une chose qui suffit. Peut-être quelque chose qui me concerne, c'est... je pense que j'ai été capable de prendre soin des autres. J'ai été un peu moins capable de prendre soin de moi. Que le rapport au corps est un rapport qu'il ne faut pas négliger. Qu'il y a à apprendre une connaissance de son corps qui n'est pas seulement que médicale, et qu'il y a à se maintenir dans ces moments d'émerveillement ou de surprise ou d'étonnement la vie durant. Et que dans les métiers qui sont les nôtres, bien entendu, les matières sont toujours les mêmes. Alors on peut s'ennuyer avec des matières que l'on répète, mais qu'il s'agit toujours de voir que c'est la première fois pour ceux qui la reçoivent et de garder cette naïveté des commencements et non pas d'être écrasé par l'ennui de la répétition. Et j'ai écrit un article sur les débuts du métier, que l'on dit lourd, fatigant, etc. Mais c'est des débuts dans lesquels on crée beaucoup, parce que la nécessité est de créer avec toutes les angoisses, etc. Et cette énergie-là, même si j'ai eu de la peine à parler d'énergie, mais cette énergie vitale, si on parle comme personne, c'est ça qu'il faut maintenir. Et après, c'est du boulot. C'est-à-dire pour se maintenir dans malgré la répétition du verre d'eau qui est apporté au 10e patient, de se dire que pour ce patient-là, c'est l'unique verre d'eau, et que j'ai besoin d'une qualité et non pas de lui lancer à la tête parce que ça... mais de maintenir cette qualité, ça c'est pas un slogan, c'est du travail. C'est du travail et puis je peux me planter et puis je peux faire des erreurs et puis ça peut ne pas marcher,
mais j'ai la capacité de penser, j'ai la capacité de m'émerveiller de comment l'autre s'ouvre à quelque chose qui pour moi est banal. Je leur dis, traversez les difficultés, ne vous arrêtez pas aux difficultés, trouvez des bonnes personnes autour de vous, cherchez à inventer le monde, ne vous désespérez pas, vous avez les capacités d'inventer et peut-être de créer ce qu'on n'a pas pu créer, un monde plus solidaire. Je lui dis qu'il a quand même créé une très très belle nature, hein, si c'est lui qui est à l'origine de cette nature-là, ou s'il a aidé, ou s'il a envoyé les énergies qui permettent que cette créature soit créée, et que s'il a le pouvoir, qu'il la protège quand même, pour protéger les hommes qui sont dans cette nature et lui permettre de continuer de méditer face à la mer, à une montagne ou à une fleur qui est quand même quelque chose sur lequel il s'agit que chacun s'arrête. Je crois que je laisserai un message à celui avec qui je vis, et je lui dirai que je suis infiniment reconnaissante de l'amour que nous vivons, et que j'espère évidemment que nous aurons les forces pour construire encore cet amour, et que ce qu'il y a là est un cadeau qui m'a été fait, qui nous a été fait, et que voilà, je lui dis ma reconnaissance, et je dis aussi ma reconnaissance à tous ceux que j'ai pu aimer ou qui ont pu m'aimer.